En 2024, quand j'ai décidé de déménager en banlieue et de mettre mon appart parisien en location longue durée, j'étais complètement perdue. Admin, fiscalité, impôts, tout me semblait hyper complexe et j'avais peur de faire n'importe quoi. D'ailleurs, je ne suis pas la seule puisque j'ai reçu plusieurs commentaires sur le sujet. Alors dans cette vidéo, je suis à nouveau avec une experte, mais cette fois-ci, on se focus sur l'IMO locatif et notamment sur le statut LMNP avec Louise-Marie de chez Amaris. Bienvenue Louise-Marie, merci beaucoup de prendre le temps de faire cette petite interview. Comment ça va déjà? Très bien, merci et merci de l'invitation. Ça fait toujours plaisir en tout cas de participer à ce genre de live d'interview et donner de l'information aux propriétaires. C'est aussi notre rôle, donc avec grand plaisir et merci en tout cas de ton invitation. Avec plaisir, merci à toi vraiment de prendre le temps. Est-ce que tu peux déjà pour commencer te présenter un petit peu et surtout présenter aussi, forcément Amaris puisqu'on va en parler plusieurs fois pendant cette vidéo, le concept dans les grandes lignes? Ouais. Donc moi je suis Louise-Marie Le Breton, responsable du service client d'Amarissimo Solo, mais aussi responsable du service partenariat. Vraiment 2 axes complètement différents chez Amarissimo. L'objectif d'Amaris, avant tout, c'est d'accompagner l'investisseur immobilier dans la tenue de sa comptabilité et de ses obligations fiscales. Souvent on sait que, le réel peut être plus intéressant, alors on va en reparler bien sûr après, mais on ne sait pas trop, comment le faire, quelles sont les règles à respecter. Donc on est vraiment là pour prendre en main le propriétaire, ou lui donner les clés en tout cas pour le faire lui-même, selon l'offre qu'il choisira, chez Amarissimo. OK, super. Et du coup, pour justement un peu plus expliquer justement comment ça fonctionne, l'investissement, l'immobilier, tout ça, est-ce que tu pourrais nous dire un peu les bases, du LMNP? On va beaucoup utiliser ce terme aussi, donc location meublée non professionnelle, avec peut-être un exemple un peu concret pour que les gens puissent comprendre, en quoi ça consiste. Parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus, donc comme ça permettrait un peu d'établir, les fondations. Effectivement, la base déjà de la location meublée non professionnelle, ça reste de la location meublée. Donc Mmh. vraiment pour reprendre la base, on va être sur un logement, appartement, maison, pas d'importance, assorti d'au moins 11 meubles. Il y a vraiment une liste, qui est fixée par décret. Donc ça, c'est vraiment la première chose à vérifier. J'ai envie de dire, tout le monde peut faire du meublé. La liste, elle est pas si conséquente que ça, mais on va vraiment être sur cette base-là et ensuite le meublé, on va avoir plusieurs orientations. On peut avoir du meublé d'habitation, comme, je pense qu'on a tous été étudiants un jour Mmh. et on a dû, faire nos études dans une ville. Bah, la facilité, c'était de prendre un logement qui était déjà meublé par le propriétaire. On n'avait rien à amener, donc ça, c'est du LMNP, justement. On va aussi retrouver ce qu'on appelle le Airbnb régulièrement, c'est de la location courte durée. On va dire, ça va être les 2 plus grandes activités en location meublée que l'on peut trouver. Ça peut être complémentaire aussi, mais voilà, la base, c'est des meubles, de la location meublée et après soit de l'habitation, soit du saisonnier. OK, super, trop bien. Et est-ce que, tu aurais un profil un peu type, voilà, une personne pour qui ça serait la situation idéale d'aller justement vers le LMNP, de faire appel à Amaris? Pour quel type de personne c'est adapté? En termes de profil, c'est vrai qu'on peut tout avoir, mais ce que l'on va retrouver principalement, c'est des propriétaires qui souhaitent investir dans un premier bien ou des petits logements sans alourdir leur fiscalité. C'est souvent ça, en fait, le point clé et le point central chez tout le monde, c'est: «J'ai envie d'investir parce que, bah, la pierre, ça fait rêver tout le monde». Et de tout temps, ça a été l'investissement qui a perduré. Mais c'est vrai que si on peut éviter, plus d'impôts, bah, c'est toujours mieux. Donc la location meublée, on est sur, quelqu'un qui a envie de développer son patrimoine, mais facilement, sans s'alourdir ou sans avoir un effort mensuel, très Mmh. conséquent. Vraiment, c'est accessible au plus grand nombre. Donc, enfin voilà, ça reste assez simple à mettre en œuvre. Donc, c'est ouvert à tous. OK, super, merci. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin puisque, on a préparé une petite surprise avec Louise Marie pour, les personnes qui veulent justement mieux gérer, leur activité, leur location, meublée non professionnelle à moindre frais. Donc, voilà, on va en reparler à la fin de la vidéo, mais avant, on va faire le petit jeu du vrai ou faux. C'était un jeu que je voulais faire parce que je trouve ça sympa, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur les MNP, des gens qui ont des a priori, il y a des informations aussi sur internet, où on peut trouver un peu tout et n'importe quoi. Donc c'est parti pour un vrai ou faux, est-ce que tu es prête? J'espère. Mais oui, ça va Allez, très bien se on passer. verra. Alors, on va commencer par
un point plus tranquille et puis après on gardera un point qui est un peu plus technique et en ce moment un peu plus flou, pour la fin. Donc déjà, est-ce que je suis obligée de faire appel à un comptable quand je veux, bah, voilà, faire du LMNP? Eh ben non. En fait, le comptable en lui-même n'est pas, obligatoire. Là où vous avez une obligation en tant que propriétaire, c'est d'établir un bilan comptable. Donc Mmh. 2 solutions, soit vous vous sentez de le faire en autonomie et auquel cas vous souscrivez à un logiciel qui vous permet de le faire, soit vous ne souhaitez pas, vous n'avez pas le temps ou pour X ou Y raison et vous déléguez à un expert comptable. Donc la D'accord. seule obligation, c'est de respecter, la déclaration finalement enfin le bilan comptable. OK, très bien, super. Donc, c'était, faux, on n'est pas obligé de faire appel à un comptable, on peut le faire par soi-même grâce notamment à des outils comme Amaris. Trop bien. Est-ce que c'est intéressant jusqu'au palier de 23 000 € annuels? Parce que j'ai quelqu'un, qui m'a mis ça en commentaire. C'est Mmh. hyper intéressant, mais dès qu'on dépasse 23 000 € de bénéfices, de loyer, c'est plus intéressant. Alors, je viens de dire oui et non, c'est au cas par cas. OK. Il faut distinguer les propriétaires qui vont faire de la location meublée d'habitation, donc avec un Mmh. locataire en place, des propriétaires qui réalisent du saisonnier. Quand Mmh. on est sur de l'habitation, en fait, on n'est pas plafonné à 23 000. Beaucoup de OK. propriétaires ont ce seuil en tête parce que Mmh. justement le passage de ce qu'on appelle LMNP, donc non professionnel à professionnel, contient justement ce seuil dans les conditions. Mais ce n'est pas la Mmh. seule, barrière à franchir. Pour finalement être LMP, il faut respecter 2 conditions cumulatives. Effectivement, avoir plus de 23 000 € de revenus de location meublée, mais aussi que ces revenus de location meublée dépassent les autres revenus d'activité du foyer fiscal. Si on prend un Mmh. exemple, j'ai 50 000 € de salaire, je peux très bien générer 40 000 € de location meublée, je reste quand même En dessous. non professionnelle, je Mmh. passe bien mes 23 000, finalement le seuil des 23 000. Donc je peux tout à fait sans être pénalisée. Par contre, si je fais 60 000 € de location meublée alors que mes salaires sont toujours à 50 000, mes 2 conditions sont remplies, plus de 23 000 et ça dépasse mes salaires, donc là je bascule LMP. Donc quand on fait de l'habitation, le seuil des 23 000 est un enfin, il ne faut pas s'arrêter à là. En tout cas, Mmh. il faut vraiment prendre aussi les revenus du foyer fiscal en compte. OK, hyper intéressant. Ouais, et en location saisonnière, là où c'est un petit peu plus, sensible, c'est que, on va, en fait, être sur une autre thématique qui est l'URSSAF. Alors c'est pas un beau mot en général, les Ah! propriétaires n'aiment pas, mais quand on Mmh. fait de la location courte durée et que l'on dépasse 23 000 € de revenus, on se doit de payer de l'URSSAF sur les revenus. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes limité non plus. Est-ce que vous préférez vous limiter à 22 000 € Mmh. et ne pas payer d'URSSAF, ou peut-être générer 30 ou 40 000 € et payer 1 500 € d'URSSAF. Oui, voilà, faut faire Finalement, les calculs quand même. c'est ça, c'est au cas Mmh. par cas. C'est là où c'est important d'être accompagné justement sur ces questions qui vous concernent. Une situation ne sera pas identique à une autre personne, donc je n'ai pas une réponse, Oui, il y a nette. pas vraiment vrai ou faux, quoi. C'est C'est ça, et faut demander des conseils, quoi. oui, ça dépend de quoi on parle, tout simplement. OK, super, trop bien. Autre, question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je dois absolument créer une société, c'est forcément hyper contraignant et galère, d'être en LMNP. Faux, là, pour le coup. C'est hem, enfin, galère, non, parce que, si on regarde dans les démarches, on a simplement un numéro SIRET à demander. C'est un CERF enfin, alors c'est un CERFA. Avant, c'était un CERFA que l'on remplissait en ligne. Maintenant, Mmh. c'est sur ce qu'on appelle l'INPI. On renseigne notre nom, notre prénom, notre adresse, l'activité et Mmh. après on a un numéro SIRET. Donc c'est pas contraignant. Mmh. Au-delà de ça, vous devez faire votre déclaration personnelle, donc c'est pas très compliqué. La société, elle, une vraie société, en tout cas si la question est ici, une personne morale, là oui, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut créer des statuts, avoir un Mmh. cabis. Donc les formalités de démarrage sont un petit peu plus lourdes que du LMNP en nom propre. Mmh. Ouais, non, c'est clair, beaucoup, je vous le dis, beaucoup plus simple que ce qu'on pense. Après, moi, je suis en Oui. micro-entreprise depuis assez longtemps, donc j'ai vu que c'était juste créer une nouvelle activité. Enfin, vraiment, c'était hyper simple. Mais voilà, c'est pas une société où il faut voilà, faire des trucs hyper galères. Alors oui, on va parler après des petites dépenses à prévoir qu'il faut pas négliger. Mais en final, c'est super intéressant parce qu'on réduit aussi les impôts. Bref, il y a plein de choses à prendre en compte. Mais là, autre vrai ou faux qui va être, je sais, un petit peu plus compliqué pour la réponse. Est-ce qu'avec les changements de loi pardon, qui se passent en ce moment, est-ce que le LMNP, ça sera toujours aussi intéressant en 2026 et après? Alors c'est une très bonne question et qui anime beaucoup de personnes en ce moment et dans Oui. tous
tous les ans, à peu près sur 2 mois. En fait, pour répondre à cette question, malheureusement, on devra attendre. Pourquoi on Mmh. devra attendre? C'est simplement que les amendements, finalement, les propositions qui tombent aujourd'hui, elles ont plusieurs étapes avant vraiment d'être prises en compte. Elles peuvent être rejetées, acceptées et ensuite ça passe sur du vote, et après ça Mmh. passerait dans une loi de finances. Donc avant d'arriver dans une loi de finances, bon, il y a quelques semaines à attendre parce Oui, que si tout se passe bien, ça sera début janvier que l'on en saura d'accord. plus. Donc on peut voir beaucoup de choses se dire et ça Mmh. quasiment aussi Et vite oui. parfois. Donc il ne faut pas prendre peur. Je peux comprendre que des fois quand on voit que le meublé va s'arrêter, par exemple, ça peut être anxiogène, mais Oui. en tout cas, il faut attendre et il y a pas de raison de s'affoler tout de suite. Mmh. Il faut être vraiment, faut se tenir informé. C'est le plus important avec des sources fiables surtout, Mmh. parce que, on peut voir des bêtises, si on dit ça comme ça, Mmh. sur des sites. Nous, par exemple, on fait une newsletter et quand ça sera sérieux, on communiquera à nos clients, aux personnes qui, souhaiteraient signer avec nous. Mais faites attention à ce que vous Mmh. lisez et attendez fin d'année, début d'année pour réellement savoir si oui ou non ça sera plus intéressant. Mais malheureusement aujourd'hui, je n'ai pas de réponse. D'accord. Oui, pas de souci. Mais c'est intéressant justement en effet de se rendre compte que faut pas directement se dire: «Ah ça y est, c'est fini, la location meublée», enfin ça sera jamais fini déjà parce qu'il y en aura toujours, hein, faut pas commencer à paniquer. Mais voilà, bien se renseigner, prendre son temps, attendre, les que les lois, que les choses soient votées, actées pour, en tirer des conclusions et puis parfois les conclusions restent les mêmes, c'est juste que c'est peut-être un petit peu moins intéressant, enfin bon, on verra, et donc on suivra les actualités, sur Amaris. S'il y en a qui veulent s'inscrire à la newsletter, allez-y ou même des articles de blog Mmh, ou sur les autres plateformes, j'imagine que vous avez communiqué dessus. oui. Donc hyper intéressant pour ce petit vrai ou faux. Merci Louise Marie. Et maintenant, je voudrais qu'on prenne un exemple un peu concret, parce que je sais que les gens, ils peuvent avoir du mal. Alors évidemment, normalement, on fait au cas par cas, toutes les situations sont différentes. Mais là, on aimerait peut-être, enfin, je sais que la communauté aimerait savoir quelle est la différence entre vraiment les deux régimes qui existent, parce qu'il y a en effet l'allocation meublée non professionnelle en micro-BIC ou au régime réel. C'est 2 régimes un peu différents. Est-ce que tu peux nous expliquer? On va prendre 2 cas et tu pourras un peu nous dire comme ça qu'est-ce qui, peut être plus intéressant? Est-ce que c'est mieux de faire au réel ou au micro-BIC? Oui, je vais commencer par un parallèle souvent qui parle un petit peu plus et ensuite effectivement on va remettre ça sur la location meublée. Quand on déclare nos salaires en France, on a toujours l'abattement des 10 ou les frais réels. Ça souvent tout le monde connaît. Bah, en location meublée, on va avoir la même chose. C'est soit on applique un abattement qui est le micro-BIC et dans ce cas-là, peu importe les charges que je vais avoir, c'est simplement une quote-part de mes résultats qui ne seront pas imposées et le Mmh. reliquat, lui, sera taxé à mon taux d'impôt et des prélèvements sociaux. Alors que le régime des réels, au contraire, je vais bien déduire toutes les charges, enfin, je vais prendre toutes mes factures et les déduire les unes après les autres. Mmh. Au-delà des charges que je vais réellement payer, il y a un atout majeur en location meublée, c'est ce qu'on appelle l'amortissement. Alors, Mmh. je pense que ça doit parler à peu près à tout le monde, mais au cas où, l'amortissement, pour faire très très simple, et un puriste m'en voudrait, mais on va essayer de parler au plus grand nombre. Oui, merci. L'amortissement, c'est vraiment l'usure de votre logement que l'on va estimer par des calculs purement comptables pour venir déduire ce montant-là. Si on a un logement qui vaut 100 000 €, on va peut-être se dire, ah bah, ce logement, il a une usure à hauteur de 3 000 € chaque année. Donc, Mmh. quand je vais faire ma déclaration, je prendrai mes revenus, moins ma taxe foncière, moins mon assurance, moins ces 3 000 € d'usure, ce qui me donnera souvent plus grand-chose à Et déclarer. c'est ça qui est super. C'est fabuleux, c'est magique, c'est le meublé. Exactement, parce qu'on passe de, en effet, tous les mois, un loyer qui peut être à, je sais pas, 300, 500, 1 000 € par mois. Donc on peut se dire: «Mince, fois 12, ça fait beaucoup à déclarer, je vais payer beaucoup d'impôts». Mais grâce au régime réel, en effet, bah, au fur et à mesure, on fait baisser tout ça et on peut arriver à zéro. On peut arriver en négatif aussi, en fait, ça Complètement. arrive. Nous, je pense qu'on a, je sais pas des statistiques, figées, mais je pense qu'on a bien 90 ou 95 de nos propriétaires qui sont en déficit. Mais c'est la plupart des propriétaires. Mmh. Oui, en vrai, si on additionne vraiment toutes les charges, on en parlera Oui. après, c'est intéressant. Alors qu'en effet, le régime micro-BIC, donc c'est moins 50 Alors 50 d'abattement. si on est sur de l'habitation ou si on fait du saisonnier et qu'on est classé en meublé de D'accord. tourisme. Je pense que ça parle à tout le monde, Gîtes de Mmh. France, les vacances, tout France. Mais on a aussi une petite particularité pour les Mmh. personnes qui font de la location saisonnière et qui ne sont pas classées.
cette fois-ci. Mmh. L'abattement, il n'est pas de 50, il est de 30. Donc D'accord, on OK. passe Un petit peu un petit moins peu à la intéressant. marge. Pareil, ça c'est au cas par cas. Il faut comparer effectivement dans sa situation, quel est le plus intéressant, Mmh. mais normalement, dans 3 quarts des cas, le réel est plus intéressant. Mmh. Ouais, c'est clair. Bah, moi, ce qui était super, avec Amaury, c'est que j'ai pu vraiment appeler, une conseillère, qui m'a où je lui ai expliqué un petit peu toutes mes dépenses. On a regardé un peu les chiffres ensemble et qui ça m'a permis de me rendre compte qu'en effet, c'était beaucoup plus intéressant pour moi. Je vais me prendre comme situation un peu fictive, pour, commencer, pour présenter le régime réel parce que, moi, donc j'ai fait plusieurs vidéos sur la chaîne YouTube, s'il y en a qui veulent regarder, où je détaille les chiffres et cetera. J'ai une assurance emprunteur, bon, qui est pas très chère, hein, 10 € par mois. J'ai les charges, de copropriété, l'assurance, propriétaire non occupante. On a fait aussi une estimation par rapport aux meubles, qui sont voilà pareil, on va faire un amortissement sur les meubles qui sont un petit peu, qui s'usent aussi au fur et à mesure et du coup, ce qui fait que le loyer que je perçois tous les mois hors charges qui sont, à 960 € par mois, bah, on peut se dire: «Ah mince, ça fait beaucoup, sur une année», mais en fait, je peux venir déduire toutes ces dépenses, le crédit immobilier, l'assurance emprunt, les meubles, la taxe foncière, tous les travaux. J'ai pas mal de petits travaux là en ce moment et ce qui fait que, bon là pour l'instant j'ai pas fini de tout remplir sur, la super application, la super plateforme Amaris, mais je suis à peut-être, 200 € parce que, j'ai pas encore fini là le mois de novembre et décembre, peut-être qu'il y aura encore des petites dépenses. Mais voilà, ce qui fait que, je vais très, très peu être imposée, voire pas du tout imposée, sur ces revenus-là parce que je suis au régime réel et que j'ai pu déduire, toutes ces lignes-là. Alors que si on prenait la situation de quelqu'un d'autre, alors j'ai fait un exemple fictif, Gérard, qui a hérité d'un appartement. Peut-être que pour cette personne, ça serait plus intéressant, de rester, au micro-BIC, parce que, imaginons que cette personne fait du Airbnb où il gagne beaucoup d'argent, tous les mois, mais il a pas beaucoup de charges et donc je sais pas s'il loue 1 800 à peu près par mois de Airbnb, mais qu'il a, je sais pas, peut-être que, 500-600 € de charges, il va lui rester entre guillemets 1 200 € de ce qu'on appelle le cash flow, tout ça et donc en BIC, alors vu que là, c'est de la courte durée, j'avais pas cette notion que c'est 30 et pas 50, donc je ne sais pas si c'est si Bon, intéressant. on va dire qu'il est classé et ça sera Oui, 50. s'il est classé, voilà, c'est 50, donc au final, il sera imposable que sur 900 € il sera imposable sur 900 € au lieu de 1 200 €. Je vais y arriver. Mais c'est là où c'est souvent on entend, sur des sites, même sur nous, hein, sur nos communications, le réel est le plus intéressant. Oui, mais pas à 100. Donc ce qui est toujours important, c'est de regarder pour soi, en fonction de ces chiffres, ce qui est le mieux à faire pour ne pas faire d'erreur. Nous, par exemple, comme tu l'as dit, tu as profité d'un échange avec, une conseillère. On a, pour vous donner une idée, à peu près 13 conseillers en fiscalité où avant même, de proposer un accompagnement, on va vérifier ce qui est le mieux en posant les chiffres et en se disant: «OK, là c'est le micro ou là c'est le réel». Si c'est le micro, et ben, très bien, on a donné le bon conseil et on s'arrête là tout simplement. Mmh. Mais vraiment on tient à passer par cette étape pour aussi que chacun comprenne quel est l'intérêt pour lui du régime réel ou du micro. Mais, Mmh. cette étape est importante et il faut vraiment regarder au cas par cas. Mmh. Ouais, c'est vrai que c'est hyper intéressant et juste par curiosité, bon j'imagine que quand même la majorité pour Amaris, les gens qui vous contactent, c'est quand même des personnes qui ont plutôt tendance à être attirées par le réel, pour qui ça va être plus intéressant. Mais est-ce que parfois, il y a souvent des cas qui reviennent de personnes qui au contraire, vous leur dites: «Non, là ça va pas être adapté, il faut vraiment aller en micro, BIC», On a 2 cas qui qui sont reviennent? assez récurrents et au final, où le micro est le plus intéressant. La première, ça va être les personnes qui sont usufruitiers de leurs Oui, c'est biens, ça. donc qui ont fait un démembrement. Ils ont dissocié l'usufruit de la nue propriété pour préparer Mmh. la transmission. L'usufruit, enfin l'amortissement de l'usufruit ne se calcule pas du tout de la même manière Mmh. que l'amortissement d'un bien que l'on possède. Donc dans ce cas-là, on peut ne pas avoir d'intérêt à être au régime du réel. OK. Et deuxième cas, ça va être des personnes qui ont une maison secondaire de famille, qui vont louer en location courte durée, des fois 3 ou 4 semaines, parce qu'ils se disent: «Je vais juste générer assez de revenus pour payer la taxe foncière, le jardinier, juste à l'équilibre, pour pas que ce soit des frais». Mais pareil, dans ce cas-là, si on loue que 4 semaines dans l'année, bah, les charges, il faut savoir qu'on doit proratiser aussi à 4 semaines dans l'année. Donc 4 divisé par 52, je pense que ça fait pas un gros Oui, prorata. c'est pas Donc beaucoup. autant prendre Mmh. 50 ou 30 de d'abattement, ça se vérifie aussi au cas par cas. Mais c'est vraiment les 2 situations typiques où Mmh. là, on ne s'avancera jamais et on dira toujours: «On pose les chiffres d'abord et ensuite on voit».
OK, super. Bah, top, merci beaucoup. C'est hyper intéressant, ça donne, je pense aussi des exemples un peu plus concrets, des chiffres pour les personnes qui commencent à s'intéresser, qui savent pas trop et je voulais continuer avec les questions vraiment que j'ai reçues de la communauté et puis certaines qui sont un peu de moi aussi. Mais justement, par exemple, on parlait du Airbnb. Comment est-ce que ça fonctionne quand on fait du Airbnb, de la courte durée, hein, peu importe, heu, les charges, de la location courte durée, est-ce que, on peut mettre, pour déduire, au réel, l'abonnement de téléphone, internet, ce genre de choses ou pas du tout? En fait, tout ce que tu vas mettre à disposition pour le bien des voyageurs, avec ton logement sera déductible. Par exemple, on a des fois des Airbnb où il y a Canal, Netflix, Ouais. des plateformes de streaming. Mmh. L'abonnement, il est bien fait pour l'activité de Ouais. location, donc Mmh. tu peux le déduire. Si tu, fais passer une femme de ménage, par exemple, ce qui est ça, c'est assez courant, bah, les frais de ta femme de ménage, tu pourras les déduire. Je fais juste un ou une aparté, je ne sais jamais. Moi non plus. Attention aux chèques CESU. Les Ah! chèques CESU sont faits pour une résidence principale, pas pour un Mmh. logement locatif. D'accord. Il existe le pendant, ça s'appelle les chèques TZ. D'accord, OK, Détail. bon à savoir. Ouais, mais c'est bon à savoir. Comme ça, Un les chèque gens feront CESU, pas c'est l'erreur. vraiment résidence principale, parce qu'il y a D'accord. un avantage aussi sur l'impôt. Mmh. Alors que quand c'est du locatif, c'est un chèque enfin, ce sont des chèques TZ. Voilà, et OK, chèque TZ, très c'est bien bien, c'est déductible noté. après du bilan. La facture du téléphone, là où enfin, c'est une ligne dédiée pour la gestion de cette activité, OK, on la déduit à 100. Si par contre, c'est votre numéro personnel et donc vous avez autant d'appels personnels que d'appels pour la gestion, vous pouvez déduire, mais à vous de faire une cote par un Ouais. peu mal taillée. Dites-vous que c'est plus, en soi, vous pouvez tout déduire. Mmh. Mais demain, en cas de contrôle, si C'est un l'administration vous contrôle. dit: «Bah, vous avez déduit vos 20 € de forfait tous les mois, mais il semblerait que quand même que ce soit votre ligne perso», comment vous Mmh. allez justifier que 100 de vos appels et de vos SMS sont bien pour l'activité? Mmh. Dites-vous toujours: «Oui, je peux tout déduire, mais est-ce que j'y arriverai à prouver pourquoi je l'ai déduit?» Mmh. C'est un peu le principe. Trop bien. Ouais, super, ça va être intéressant, on en reparlera, on fera un autre jeu après. Mais, en effet, de savoir un peu la limite, qu'est-ce qu'on peut passer ou pas, mais c'est vrai de se dire: «Est-ce que je peux le justifier? Est-ce que je peux prouver? Comment?» C'est le Tout bon ça, réflexe. c'est important. OK, Mmh. trop bien. Je voudrais faire un petit exemple parce que j'ai un proche qui, voilà, est dans une situation et je ne savais pas si ça pouvait passer ou pas et donc j'en profite pour poser la question. C'est une personne qui, a acheté un appartement mais sans faire de crédit immobilier il y a 2 ans. 1re question déjà, est-ce que c'est intéressant malgré tout? Alors que je sais que le crédit immobilier, il fait quand même aussi beaucoup baisser le montant des loyers et cetera pour le régime réel. Et 2e question, parce que c'était il y a 2 ans qu'il a acheté et qu'il a mis en location assez rapidement, est-ce qu'il y a un délai pour déclarer cette activité? Ou est-ce que si ça fait, je sais pas, plus de 5-6 mois, c'est trop tard? Alors, première question, le prêt, que l'on ait un prêt ou pas, le réel peut être intéressant. La base de l'amortissement, c'est la valeur du bien. Donc si on a un bien qui vaut, j'exagère, 2 millions d'euros, mais que 5 000 € de revenus, il y aurait un problème. Donc Oui. l'investissement serait mais on va avoir un énorme amortissement, donc les 5 000 € ils sont largement Mmh. gommés, Oui, alors qu'on n'a pas de prêt. Donc c'est vrai. vraiment, pareil, toujours, je vais dire au Ouais. cas par OK, cas, il par faut cas. Mais c'est privilégier. bien, il faut le ouais. Même sans prêt, le réel peut être intéressant, même sans travaux, ça peut être intéressant, Mmh mh. même si c'est un logement ancien. Tout à l'heure, tu as Mmh. donné un exemple, je crois que c'était Bertrand ou Bernard, je sais Gérard. plus, ou Gérard. Ouais, j'adore les vieux prénoms, mais oui, Bertrand, ça aurait été super aussi. Gérard avait une maison de famille. Par exemple, il l'a reçue par succession en 2000 et aujourd'hui, il commence à location meublée. C'est pas parce que son logement a 25 ans qu'on ne va pas pouvoir l'amortir. Bien au contraire. Les textes de loi aujourd'hui nous permettent de dire: «J'amortis selon la valeur au jour où je commence Mmh. l'activité». OK. Donc, je prendrai sa valeur actuelle et je commencerai un amortissement. Donc même un vieux logement, on peut aussi amortir. Il ne faut pas se limiter, avec des a priori. Il vaut mieux vérifier, ça prend pas de temps et puis on parle de simulation, nous, avec les conseillers, mais il faut savoir que nos simulateurs sont aussi disponibles sur notre site. Donc, OK, j'ai trop envie de bien. dire en 2-3 minutes, vous Voilà, pouvez mettre c'est vos réglé. chiffres, et vous savez déjà Mmh. si besoin. OK, trop bien. Et la durée, est-ce que si ça fait moins d'un certain temps pour enfin, on a commencé à louer, puis on se rend compte plus tard qu'en fait, c'était intéressant le LMNP, est-ce que c'est trop tard? Ouais, parce qu'il y a toujours théorie et pratique. La théorie voudrait que l'on déclare l'activité de meublé dans les 15 jours suivant son démarrage. C'est très court,
15 15 jours. jours, ouais, OK. Ouais, très, très court. Ouais. Et même si on achète aujourd'hui, je fais 6 mois de travaux et je mets en location ensuite, je vais bien le faire à la date d'achat parce que mes travaux sont bien faits aussi pour l'activité de location. Donc je vais commencer finalement dès l'acquisition. C'est régulier, hein, des propriétaires qui ne font rien pendant X années et un jour ils Mmh. se réveillent parce Ah qu'ils ont tiens. su que ça pouvait être intéressant. Mmh. C'est pas grave, on va régulariser. On va pas OK, régulariser par contre à 2 ans, on va régulariser au 1er janvier de l'année où on est en en cours. général. OK. Dans ce cas-là, on lui dira: «Bah, on va régulariser au 1er janvier 25, pour passer au régime du réel, amortir le logement et commencer à faire un bilan». Vaut mieux toujours régulariser de son propre fait que d'attendre que ce soit l'administration qui revienne vers vous. Oui, parce qu'en général, ils peuvent, punir un peu, enfin plus ou moins sévèrement donc en effet, vaut mieux le faire de soi. Surtout que l'immatriculation c'est une démarche gratuite, hein. Donc Ah oui, oui, c'est vrai, on l'a pas précisé, tu as raison. oui, C'est c'est gratuit, c'est en ligne, c'est vraiment, simple. vaut mieux le prendre 5 minutes pour le faire. Alors c'est la première fois qu'on voit le formulaire, il est pas si si logique que ça. Nous, par exemple, dans l'accompagnement, on verra après, on le fait gratuitement pour les propriétaires, parce qu'on sait que c'est compliqué et nous, on a l'habitude surtout, donc en général, ça arrange tout le monde. OK, très bien, super, merci pour cette réponse. Bah, alors ça, c'est la question un peu, que j'aurais pu poser au tout début, mais est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est plus intéressant la location meublée ou non meublée? Si tu peux nous dire rapidement un peu les différences, justement fiscalement, Fiscalement, la principale différence, c'est cette notion d'amortissement. En location vide, alors sauf si vous avez des travaux, mais dans les autres cas, vous allez forcément payer de l'impôt. C'est ce qu'on appelle souvent l'impôt foncier ou les revenus fonciers. Et très peu de charges sont déductibles. Je prends l'exemple de la copropriété. Si Mmh. je paye 100 € par trimestre en meublé, je vais déduire bien mes 400 €, Ouais. alors qu'en location vide, je ne vais déduire que la part réellement du propriétaire. En fait, dans mes 100 €, il y a peut-être 70 que j'ai le Mmh. droit de refacturer à mon locataire et 30 qui sont à ma propre charge. Donc en location vide, je ne déduirais que, du Mmh. coup 120 €, 30 fois 4, oui 120 €. Donc quand j'ai eu 120 ou quand j'ai déduit 400, c'est vrai que ça donne pas le même C'est résultat. pas la même, oui, ça fait moins baisser Oui. Taxe les foncière, c'est bénéfices. pareil. Mmh. Une taxe d'ordure ménagère, en général dans une taxe foncière, la taxe d'ordure ménagère, en location vide, je n'ai pas le droit de la déduire parce que mon locataire Mmh. me la rembourse. Alors qu'en location meublée, je déduis tout. L'entièreté, OK. Donc on va avoir des différences sur la Mmh. déductibilité des charges et après l'amortissement où on n'en a pas. En location vide, donc dans la plupart des cas, on paye de OK. l'impôt. Donc quand même pas enfin, dans l'idée, ça peut être plus intéressant. Après, il faut être OK avec le fait d'investir dans la liste de meubles, Oui, il y a ça voilà, aussi, qui effectivement. enfin recommandée, minimale, obligatoire. Mmh. OK, trop bien. Et j'ai une autre question, enfin il y a plusieurs questions, d'une amie à moi, parce que en fait, elle a plusieurs statuts en termes de professionnels, auto-entreprise, un peu de salariat. Elle fait de la location aussi à côté, donc il y a plusieurs choses qui se bousculent. Est-ce que c'est possible ou pas du tout d'avoir des abattements différenciés? Par exemple, au réel pour la location et classique pour les autres, pour, voilà, ces autres activités et cetera Alors ou pas c'est du une tout? question, qui fait beaucoup de débats et beaucoup de mécontents en Ah, général, oui. parce que quand on a une activité, par exemple, on est, en profession libérale, on va être dans Mmh. les BNC. Oui. Donc les BNC, on se dit normalement, ça n'a pas de lien avec les BIC pour la location meublée. Effectivement, en théorie, il y a pas de lien. Par contre, on le voit nous avec certains centres des impôts. Les centres des impôts mélangent un peu tout et ils nous disent: «Non, c'est tout au même régime». Donc tout est au micro ou tout est au réel. Bah là, Mmh. c'est au propriétaire après de faire son choix et ses calculs, hein, pour voir si Mmh. c'est intéressant. Mais normalement, BNC, BIC, on fait un peu ce qu'on veut. Séparés. Mmh. Par contre, si on a 2 activités en BIC, si on est artisan et on a du meublé, Mmh. là, on est dans une même catégorie de revenus, donc OK, c'est tout ou rien, tout micro ou tout réel. d'accord. Donc ça, faut faire attention, effectivement, avec sa OK. situation personnelle OK. pour ne pas avoir d'incompatibilité, parce que quand on fera, l'immatriculation de l'activité au Mmh. régime du réel, eux, forcément, ils savent s'il y a un autre SIRET pour une autre Oui. activité et donc l'administration, fera le lien et on a encore eu un retour ce matin où on a eu un refus et la propriétaire, du coup, ne peut pas être au régime du réel. Mais Mmh. bon, elle nous l'avait pas dit avant qu'elle a une autre activité donc Oui. on lui aurait, malheureusement dit, on l'aurait prévenue en tout cas si c'était fait. Mmh. C'est vrai qu'elle était très déçue,
Mais en tout cas, c'est les règles de l'administration fiscale. Dans une même catégorie de revenus, on ne choisit qu'un régime fiscal. D'accord, OK, intéressant à savoir. Est-ce qu'on peut choisir, par exemple, alors, j'en ai aucune idée, donc je pose la question vraiment, de choisir le réel parce que c'est plus avantageux pendant une année, par exemple, l'année où il y a des gros travaux et ensuite de repasser au classique ou pas du tout? Alors, c'est tout à fait possible en location meublée de passer, par exemple, du régime du réel en 2025, puis au régime du micro en 2026. Honnêtement, normalement, pas grand intérêt parce que en location meublée, on ne va pas déduire l'année concernée, tous les travaux. On va aussi les amortir. Tout l'intérêt d'être au régime du réel, c'est d'étaler la charge sur plusieurs années. Donc normalement, personne ne, ne module année après année, micro Mmh, réel, micro réel. Mais en tout cas, si on voulait le faire, on peut. on pourrait. Le réel comme le micro, c'est un engagement de 1 an et si on souhaite changer, ça peut être peut-être pour des personnes qui sont aujourd'hui au micro, il faut en faire la demande entre le 1er janvier et votre date butoir de déclaration, donc fin mai, début juin, selon les départements, pour les revenus de l'année concernée. Donc là, par exemple, si j'avais fait ma demande le 1er avril à l'administration, ce sont mes revenus 2025 qui auraient été sur le régime que j'ai demandé. Donc là, pour les prochaines demandes, ça sera pour les revenus 2026 à déclarer en 2027. Oui, donc il faut quand même bien y réfléchir, en amont et pas rater Ouais. la date, ça serait un peu dommage. La fin d'année peut être propice à ça, de se dire: Mmh, «Bon, cette année trop tard, oui, mais au moins je m'y prends un peu en avance mmh pour mh. l'année prochaine, et optimiser ma fiscalité». Carrément, trop bien. Donc là, justement, la vidéo, elle sortira fin octobre, début novembre. Donc, pour Parfait. celles et ceux qui regardent, pensez-y. Et je te propose maintenant de faire un dernier petit jeu, le jeu du «je fais passer en charge», 3 petits points et donc tu OK. peux nous dire ou pas si ça passe ou pas du tout, en charge qu'on peut déduire du coup au régime réel. Alors, les travaux de réparation, l'optimisation du logement, je sais pas, j'enduis des trucs, je répare une fenêtre, la plomberie et cetera. Les petits travaux, si on est à moins de 500 €, ça passe en charge, donc je le déduis tel quel. Au-delà de 500 €, je vais les amortir, donc les étaler sur plusieurs années. Ce qui est encore, mieux comme on disait juste avant, puisque ça permet de C'est ça. continuer à bénéficier de du régime REL pendant longtemps et là, j'avais une question, c'est vraiment très spécifique à moi puisque, alors ça coûtait moins de 500 €, mais j'ai acheté, un gros aspirateur de chantier, pour ces travaux-là, mais je vais le réutiliser aussi pour, hem, mes travaux personnels dans d'autres, logements, d'autres, voilà, pour ailleurs. Est-ce que je peux quand même le faire passer vu que j'ai utilisé quand même ponctuellement pour ce chantier-là ou pas? Ou est-ce que je joue un peu Au trop là? prorata. Pareil, c'est plus, en cas de contrôle, est-ce que tu arriveras à justifier, si tu le déduis à 100 qu'il n'est dédié que à ton activité et aux logements qui ont été en travaux? Ça veut dire que tu as acheté un aspirateur et une fois les travaux finis, tu l'utiliserais plus jamais. Mmh. Bon, Oui, non, c'est quand pas même ça serait un dupe, peu bizarre. Oui, ils savent que sûrement il va être réutilisé. ça serait un peu Donc dommage quoi. Mais oui. la précaution à prendre, c'est de se dire: «Bah, si je veux en déduire une partie, j'applique un prorata pour ne pas me mettre en difficulté demain, si l'administration te pose une question». OK, trop bien. Super, merci. Ensuite, est-ce que je peux faire passer en charge le resto avec mon conseiller finance et patrimoine ou mon comptable? En soi, ça pourrait, on a déjà vu que ça passerait. Bon, faut faire attention, hein, quand même, mais ça pourrait. OK. En général, les propriétaires ne le font pas, parce qu'on Oui. n'est pas sur des sociétés à part entière et en Mmh. général, sauf si on connaît très bien son banquier, Oui. pas Parce qu'on va manger. souvent au resto avec lui. Et ça dépend des liens, mais Oui. c'est pas le cas. Donc en soi, on pourrait parce que ça pourrait être lié Mmh. pour un financement pour ce logement. Pareil à justifier, c'est toujours un peu plus Faut être sûr de soi quoi. OK, s'il y a un contrôle, attention quand même. Je pensais vraiment que tu allais me dire: «Non, c'est mort, c'est trop». Mais oui, il je faut préfère que toujours vous un peu gardiez en tête non, ça oui, m'arrangerait. Enfin ça m'arrangerait. Moi pour moi non, pour vous. oui, c'est pour le contrôle surtout. Oui, c'est ça. Mais en soi, demain, si vous utilisez notre logiciel et que vous déduisez, votre repas, rien ne vous bloquera. Donc D'accord. En c'est plus, soi vigilance sur ça. ouais, OK, trop bien. Bah, d'ailleurs, je l'ai pas mis, mais mettons-le, si j'utilise un logiciel comme Amaris, est-ce que je peux faire passer ça en charge ou pas? Évidemment.
Et oui. Là, pour le coup, c'est dédié à l'activité, on le déduit, directement. J'ai envie de dire, c'est presque la première chose que l'on met dans les charges pour ne pas Ouais, ça fait l'oublier. partie des premiers trucs que j'ai mis. Donc ouais, carrément. Est-ce que je peux mettre en charge un billet de train ou de l'essence ou du péage, pour aller checker mon bien parce que j'habite pas à côté, pour la location, courte durée ou pour faire des visites, longue Oui, durée? toujours, c'est pour enfin, c'est lié à l'activité, donc on peut les déduire. Pareil, vigilance, si par exemple, tu es à Paris, ton bien est à Marseille, Mmh. mais que tu vas aussi voir des amis sur le week-end, Ah oui. pareil, on prorratise. On ne prend Mmh. pas, on ne On fera déduit pas 100%. OK, on prend pas trop de risques, c'est vrai que si Ouais, on voit sur le chemin qu'il y a une escale à Lyon ou je sais pas où, bon, peut-être attention que quand même, ouais, ouais, très bien. OK, alors ça, c'est évident, mais je la pose quand même, on sait jamais. Si j'ai besoin d'acheter une nouvelle machine à laver pour le locataire parce que l'autre est tombé en panne? évidemment que oui, Évidemment, je l'ai mis comme c quand même, mais évidemment, on va pas le laisser le pauvre, sans machine à ce laver serait dommage. et ça, bien sûr, on peut le faire passer puisque Mmh. c'est pour, le logement. Les intérêts du crédit immobilier, parce que oui, bien sûr, on paye des intérêts. Complètement. Intérêt, bien sûr. Attention, certains veulent, déduire la mensualité du prêt. Pour Mmh. rappel, une mensualité, c'est composé d'un capital, donc ça, c'est Mmh. c'est un prêté pour un rendu. Ils nous ont Ouais. prêté 100, on rend 100, donc ça, c'est pas une charge que vous supportez réellement. Mmh. Par contre, tout ce qui est intérêt d'emprunt et assurance de prêt, ça, c'est bien une charge, qui Mmh. vous incombe, donc c'est déductible. Très bien, tout à fait. Et alors là, évidemment, c'est un peu une petite question piège, mais on y a déjà un peu répondu. L'électricité, de la personne, du locataire, est-ce que je peux faire passer l'électricité? Donc comme si l'abonnement était à mon nom. Bah, alors, justement, la grande question, ça serait de savoir est-ce que c'est courte ou longue durée aussi? Ah bah, en fait, c'est ça. Si, j'ai un studio, c'est un étudiant qui est dedans et c'est l'étudiant qui a pris son contrat À son nom? à son nom, évidemment, je ne vais pas le déduire. La facture n'est pas à mon nom, donc non. Par contre, si je fais de la location Airbnb, là, l'électricité, elle est bien liée à l'activité, donc je vais la déduire. Pareil, toujours dans la limite de enfin, je vais déduire, sauf si j'ai un usage personnel. Par exemple, Ah, si à si Noël, j'y passe, si j'utilise 2 semaines le bien pour loger de la famille, pour faire le repas de mmh, Noël, là, c'est bien enfin, pour mon usage personnel, donc mmh. ces 2 semaines-là, je ne les déduirai pas. OK, trop bien, super intéressant. Est-ce que je peux faire passer en charge si j'ai besoin, de faire appel à une agence immobilière pour mettre le bien en location? J'ai des frais, ils prennent un petit pourcentage et cetera. Je peux bien le déduire ou pas du tout? Bien sûr, oui, tout ce qui Ouais. est frais de recherche locataire, de état des lieux, frais de gestion derrière, les frais de conciergerie quand on est sur de la location saisonnière, Ouais, frais de ménage, ça on peut y des aller, il faut. oui, ça reste des charges liées à l'activité. Donc c'est bon. Trop bien. OK et maintenant alors ça c'est un peu plus, pour les personnes qui ont acheté il y a pas longtemps, ça peut être peut-être intéressant ou pas, mais du coup les frais de notaire, est-ce qu'on peut faire passer les frais de notaire même si ça fait, très longtemps qu'on a acheté le bien ou pas? Ou Alors, très bonne question. La seule, hypothèse où on peut déduire en charge et non pas en mmh. amortissement les frais de Oui. notaire, c'est quand on immatricule l'activité déjà à l'acte ou l'année de l'acte. Dans Mmh. ce cas-là, je peux amortir le prix de mon bien, mais passer en charge mes frais de notaire. C'est la seule, situation que l'on peut avoir. Cela peut permettre de me générer moins d'amortissement. Donc demain, en cas de revente, potentiellement, je suis un tout petit peu moins imposée. Mmh. Et si j'ai un très gros rendement, et que je suis imposable, alors c'est pas le cas souvent, mais dès la troisième ou quatrième année, Mmh. bah, grâce au déficit généré la première année, je peux peut-être gommer quelques années supplémentaires d'impôts, que j'aurais Mmh. dû payer sinon. Donc aussi, c'est du cas par cas. On a peu de propriétaires qui le OK. font, mais dans des cas très spécifiques, il y a un intérêt à les passer en charge. OK. Intéressant. À savoir s'il y a des personnes en effet qui sont dans cette situation-là, mais la plupart du temps en général, c'est plutôt enfin c'est dans Et on le les amortit. l'amortissement, OK. Complètement. Trop bien et du coup, vu qu'on crée une activité avec un petit numéro SIRET, on doit payer la merveilleuse CFE. Enfin, ça dépend, il y a des endroits où c'est, déductible, Oui. enfin, c'est un peu il Mmh. faut c'est au cas par cas encore une fois. Est-ce que cette CFE, quand je dois la payer, je peux la déduire? Oui, Trop bien, tout à fait. parfait. Ouais, c'est une taxe liée à l'activité toujours, donc on la déduit. Pareil, effectivement, le montant, il faudra regarder au cas par cas Oui. parce qu'il y a pas de, enfin, il y a un barème légal, mais il ne veut rien dire, parce que chaque ville est décisionnaire, clairement. C'est un peu comme une Mmh. taxe foncière, il Ouais, y a des faut vraiment taux se qui renseigner, sont différents.
Donc il faut mieux vérifier, on a bien vu des fois dans une même ville, de 2 rues, perpendiculaires, c'était pas Ah les oui, mêmes vraiment? positions. Ouais, À 2 rues près? Ah oui, OK. C'est un peu les choses qu'on peut oublier quand on passe en LMNP. C'est vrai qu'il y a cette dépense-là à prévoir, la CFE qu'on peut oublier, parce mmh, que voilà, on se dit: «Bah ouais, j'ai juste, c'est ouvrir l'activité, c'est gratuit en soi, le numéro SIRET, déclarer». Mais il y a cette petite, charge qui peut arriver. Il faut quand même se renseigner un petit peu sur, le montant que ça va faire. complètement et même pour, aller plus loin, parce qu'on a certains propriétaires qui nous disent: «Ah mais moi je n'ai pas envie de payer la CFE, donc je vais rester au micro». Mmh. Attention, l'immatriculation, que l'on soit au micro ou au réel, Il elle est faut obligatoire dans les 2 cas, donc la mmh. CFE est bien obligatoire dans les 2 cas aussi. C'est pas Oui, donc parce que autant la c'est faire réel, passer en faut quand frais, on en l'a déjà. charge. C'est ça. Oui, c'est ça, tant qu'à faire, vu qu'elle est là dans tous les cas, Ouais. OK, super. Merci beaucoup, Louise Marie. Ah si, dernier point, Mmh. j'ai une personne qui m'a dit en commentaire: «Mais incroyable cet outil que tu utilises qui coûte, seulement, à peu près, 300 et quelques par mois», parce que moi à chaque Par an? fois, par oui, par an, pardon, oui, par mois ça ferait un peu, ça ferait une certaine somme, Un peu donc plus en par année. an. Oui. Elle me disait: «Oui, moi j'ai l'impression, j'ai vu que la liasse, c'est souvent entre 600 et 700 € par an». Mmh. En fait, ça dépend de, ce que l'on compare, encore une fois. On va avoir des personnes qui disent, enfin qui ont en tête: «Oh, un expert comptable, c'est super cher», parce qu'ils ont les comptables d'entreprise surtout en tête, les, 1 000-2 000 €. Déjà, il faut dissocier on va dire les comptables d'entreprise qui sont très bons dans leur métier, des comptables qui sont spécialisés dans l'immobilier. Déjà, on va vraiment, séparer, on va dire les 2. On est tous comptables, mais quand on a une spécificité, en tout cas comme nous, mais comme d'autres confrères, on sait enfin, en fait, on a isolé cette activité-là pour ne parler qu'à des particuliers et donc adapter surtout des tarifs pour les particuliers aussi, Mmh. ça compte. Et au-delà de ça, ça c'est quand on délègue à un comptable, mais on peut aussi avoir une troisième solution, c'est l'achat d'un logiciel pour faire soi-même sa comptabilité. Donc selon ce que l'on compare, oui, on peut peut-être se dire: «Bah, moi je paye 1 000 € alors que toi tu payes 300 €, mais c'est pas possible, on peut pas avoir autant de différence». Bah si, c'est juste qu'on ne compare pas la même chose et les mêmes Mmh. services. Donc on peut vraiment trouver de tout, en tarif. J'ai même eu une propriétaire, elle avait une facture à 3 000 €. Pas chez nous, Ah oui, mais oui, bah, oui, oui, je me doute, mais ça pique trois un peu mille euros, mais plus. c'est simplement que l'expert comptable ne voulait pas s'en occuper. Il lui a fait plutôt un devis, dissuasif, donc il a signé quand même. Ah! Donc Ah d'accord. Et ben, comme quoi. parce qu'elle trouvait personne d'autre à ce moment-là et Mmh. quelques années après, elle nous a connus, on lui a fait économiser quelques milliers d'euros tout court. Oui, oui, clairement, Donc trop voilà, bien. faut vraiment comparer ce qui est comparable. Trop bien, super. Bah, vraiment, encore une fois, merci beaucoup, un immense merci, Louise Marie, de nous avoir partagé toutes ces informations, tous ces conseils, d'avoir répondu à toutes les questions. D'ailleurs, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'hésiterai pas à repartager des choses. Pourquoi pas faire une deuxième vidéo s'il y a des questions spécifiques. Et je crois que tu as une très belle surprise à nous partager pour les personnes qui ont regardé la vidéo en entier et qui voudraient un peu profiter justement de d'Amaris parce qu'ils n'ont pas envie de faire appel à un comptable qui va coûter 3 000 €, essayer de chercher partout les informations, pouvoir tout faire par eux-mêmes et suivre un petit peu toutes ces choses-là. Est-ce que tu peux nous partager, ce que tu nous proposes et nous expliquer aussi potentiellement, enfin pas potentiellement, nous expliquer les 2 différents, formats, enfin les 2 formules, chez Amaris? Oui, effectivement, quand on a, commencé, enfin, on préparait finalement, cette vidéo, on s'est dit, l'objectif, c'est de donner un avantage, à la communauté, parce que, nous, on a, l'expérience d'accompagner les propriétaires. Ça fait plus de 10 ans, on accompagne un peu plus de 30 000 propriétaires. Donc quand on peut apporter un petit avantage, bah, on aime bien le faire et l'avantage, il est sur quoi? Il est simplement sur nos tarifs. Selon l'offre que vous allez choisir, entre l'offre expert, c'est quand vous ne voulez pas faire vous-même et vous préférez déléguer la comptabilité. Ou l'offre solo, là, c'est vous achetez le logiciel pour un an et vous faites vous-même. On vous offre en fait des tarifs préférentiels et des codes promo. Donc sur l'offre expert, pour vous donner une idée, ça représente à peu près 30 de remise sur la prestation. Donc vous aurez de mémoire, tu me confirmes si je me trompe, mais dans la description, le lien de prise de Oui. rendez-vous. Je vais revenir dessus après, qui vous permettra en fait d'échanger justement avec un conseiller. Et le conseiller, c'est tout de suite, enfin, il saura par qui vous nous avez connus, tout de suite le bon tarif. Donc, lors de l'échange, tout sera déjà bien cadré pour que vous ayez le bon devis à la fin. Et si c'est l'offre solo, pareil, vous pouvez aussi profiter du rendez-vous. Et là, le code promo, c'est 5 sur le logiciel. Alors, les tarifs
étant, pas à la même, hauteur. Ouais, mais ça reste pas très, très élevé franchement, pour l'utilité Et que ça a, c'est pas très cher. mais voilà, vraiment selon le profil de chacun, 2 offres, bah, qui sont bien différentes, du coup, mais qui répondent, nous à chaque fois aux demandes, que l'on peut avoir. Soit je fais moi-même, soit je délègue. On peut aussi passer, on a des propriétaires qui, pendant quelques années ont été chez Expert parce que première année, ils étaient pas sûrs d'eux et maintenant, en fait, ils se disent: «Bon, j'ai des revenus, j'ai 12 loyers, bon, j'ai une taxe foncière, des intérêts, je pense que je peux m'en Ça sortir, devrait aller. ça devrait aller» et du coup, on les fait passer sur Solo. Trop bien et Donc inversement, c'est possible et aussi de inversement. passer à l'expert. Trop bien. On a des propriétaires à l'inverse, finalement, ils se disent: «Ah non, mais j'ai pas le temps, je préfère envoyer Mmh. mes documents et puis Quelqu'un s'en laisser occupe. ça à un professionnel» Mmh mh. et auquel cas, bah, on passe dans l'autre sens. Donc dans les 2 cas sont enfin dans les 2, C'est possible. les 2 c'est possible, mais l'objectif c'était vraiment de vous apporter un avantage, peu importe l'offre. Donc le lien de prise de rendez-vous, c'est un échange avec un de nos conseillers. Il est gratuit et sans engagement, d'ailleurs, ce rendez-vous et on va pouvoir en fait faire avec vous une simulation en fonction de vos revenus et vos charges sur quelle est la meilleure solution, le meilleur régime fiscal, quelles sont, peut-être les choses à régulariser. Par exemple, bah, ça fait 5 ans que je fais du meublé, mais je n'ai pas de tirette, Ah. ou ça arrive beaucoup trop, ou ça fait Mmh. 5 ans, j'ai un Siret, mais je suis au micro depuis 5 ans. Est-ce qu'il y a un intérêt? Vraiment, on va prendre le temps avec vous. En général, les rendez-vous, ils durent entre une demi heure, 3/4 d'heure. Ça peut être par téléphone, par visio. Vraiment, c'est fait pour, on a l'habitude et on a quand même beaucoup de conseillers, donc n'hésitez pas, tout court. N'hésitez pas, je vais faire une petite, parenthèse puisque je suis cliente, je vous recommande pas des trucs que j'ai jamais testés. Moi j'ai l'offre solo, bah, depuis, plusieurs mois parce que j'ai découvert ça en début d'année et vraiment super pratique. Après, je suis entrepreneuse, donc j'ai l'habitude, de faire moi-même aussi mes déclarations, de savoir comment remplir les logiciels et cetera. Mais n'hésitez pas à regarder, il y a des super vidéos YouTube, il y a une chaîne YouTube, alors j'ai plus exactement le nom, mais dédiée, de Amaris où vous pourrez comprendre aussi comment ça fonctionne et je vous insérerai dans cette vidéo, de toute façon, je vous aurai inséré des plans pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble au niveau de la plateforme et donc si vous voulez vraiment tester l'option solo, là cette fois-ci, il y a un petit code promo, qui s'appelle le printemps 5, voilà 5 printemps, les rénovations de printemps, c'est plutôt logique et si vous voulez par contre l'offre expert, il faudra aller dans la barre de description comme on a dit, comme ça vous pourrez retrouver tout bien détaillé, super clair et puis en tout cas j'espère que ça pourra vous aider, surtout ça vous fera économiser de l'argent parce que je pense qu'il y a plein de gens qui prennent Microbic par facilité et donc se disent: «Abattement de 50 très bien, super simple, super facile». Mais au final, ça pourrait être beaucoup plus intéressant de passer, au réel. Donc allez faire des simulations, faites votre petit rendez-vous avec le conseiller ou la conseillère, vous allez voir, c'est super pratique, même juste pour se renseigner. Ça ne veut pas dire qu'on doit signer à la fin de l'appel, mais au moins, prendre de l'information et faire son choix après, en connaissance de cause. Puis même si on veut faire un projet, Oui, on s'est dit qu'on était déjà, partis, mais quelqu'un qui veut investir, bah, justement, on a posé la question de: «Est-ce que je dois investir en nom propre ou en mmh, société?» Pareil, le il peut rendez-vous, servir à il ça. peut être aussi pour ça, Trop hein. bien. C'est, on verra en fonction de vos objectifs, quelle peut être la solution la plus adaptée, et en fait, vous conseiller sur, les avantages, les inconvénients. Pareil, poser des chiffres. Mmh. Le rendez-vous, il est vraiment lié, enfin, pour un investisseur qui commence ou qui a déjà Trop commencé. bien. C'est vraiment Pas 100 d'importance. personnalisé, donc ça, c'est top, on adore. Vraiment merci beaucoup Louise Marie d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. C'était hyper enrichissant, hyper intéressant. Les personnes, dites-nous aussi en commentaire, likez, partagez cette vidéo si ça vous a plu et puis, bah, écoute, je te souhaite une très belle journée. À bientôt peut-être et puis, ben, allez sur Amaris, sur le site internet, en description. Merci à toi également, merci à vous tous et finalement, rendez-vous peut-être dans une prochaine vidéo, ce sera avec grand plaisir. Qui sait? Merci Louise Marie, à bientôt. Merci, à bientôt.